Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. 3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Is it okay with you? Cascadeur et pilote d'hélicoptère pour le cinéma, l'instant Pur Cinéma a le plaisir et l'honneur d'accueillir pour son 8e épisode Fred North. Avant toute chose, Fred, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va super. Merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. Eh ben c'est un très très grand plaisir de t'accueillir. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait 4 mois qu'on s'envoie des messages et qu'on essaie de se caler un rendez-vous. Donc emploi du temps très très chargé de ce que j'ai pu Non, je sais. suivre. En fait, la complexité, c'est plus que mon planning, il est flottant. Parce qu'il y a tellement de choses qui changent pour un tournage et donc du coup il y a 500 personnes qui travaillent dessus et donc il y a tu vois, donc du coup ça change tout le temps. Donc le problème c'est que quand on se met des dates dans un mois, j'arrive jamais à les tenir. Ça m'étonne pas, ouais. Actuellement, c'est la grève des scénaristes aux États-Unis. Comment est-ce que tu le ressens, toi? Est-ce que c'est quelque chose qui te touche? Est-ce que ça se ressent sur ton calendrier ou il n'y a pas encore de répercussions Alors je dirais que pour l'instant il n'y a pas eu de répercussions parce que la plupart des projets sur lesquels j'ai travaillé et je travaille actuellement, ils ont déjà écrit les scénars. Alors je suis sûr qu'ils ont des choses à corriger, mais ça leur a permis de continuer encore un petit peu. Je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, si ça continue, ça va poser un problème. Celle qui me pose le plus de problèmes, c'est peut-être le potentiel de la grève des acteurs, des ouais. acteurs et des cascadeurs, du SAG, puisque moi je fais partie du SAG, le Screen Actor Guild, qui représente donc les acteurs et les cascadeurs. Si eux, ils font grève, ils vont nous le dire le 10 juillet. Et si ça fait grève, oui, dans ce cas, il y aura des choses en pause. Maintenant, entre toi et moi, ça me dérange pas du tout parce que du coup, je peux aller en vacances. Ça fera pas de mal, j'imagine. Exactement, parce que c'est pas facile dans nos boulots. Il y a toujours un film, il y a toujours quelque chose. Donc du coup, c'est difficile de prendre des vacances et de se reposer sur le plan intellectuel, quoi. Tu vois. Ouais, c'est clair. Et ben pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Pour commencer, juste pour savoir de quoi on parle, t'as bossé sur des projets comme les premiers Transformers, Astérix Mission Cléopâtre, Taxi 3, Les 4 Fantastiques, Inception, Bad Boys, Rush Hour, plus récemment Tyler Rake 2 pour Netflix, Fast and Furious X, donc le 10 de Louis Leterrier, et puis il y aura Gran Turismo qui sort au mois d'août. Donc t'as bossé entre autres pour Roland Emmerich, Michael Bay, Tony Scott. C'est fou quand même cette carrière. Bah, en fait, mon job, c'est un peu une niche. On n'est pas nombreux à faire ça. Et donc, du coup, c'est pas non plus un job pour tout le monde, hein, parce que les gens pensent que c'est le job, genre le rêve absolu. J'adore ce que je fais et tout ça, mais il y a quand même un prix à payer pour faire ce boulot. Et donc, en fait, il y a plusieurs cartes dans mon métier. Donc, bien sûr, tu es pilote et ensuite, tu es aussi tu es coordinateur aérien, donc aérial coordinateur. Cette personne-là, l'aérial coordinateur, c'est celui en général qui reçoit le coup de téléphone en premier du producteur. Et en fait, le coordinateur aérien, son job, c'est de leur donner un budget et leur dire si c'est possible ou pas
de faire leur séquence par rapport au scénario qu'ils ont écrit. Et si jamais c'est pas possible pour une raison ou une autre, le coordinateur aérien donne des idées, des changements dans le scénario pour que la séquence aérienne devienne possible. Et ensuite, le coordinateur aérien, c'est lui qui choisit les hélicoptères ou les avions qui vont être utilisés. C'est lui qui va aider la production à faire les permis. C'est lui qui fait le budget. Ma partie pilote, elle représente que, on va dire, 5%, 10% du travail que je fais en général. Donc on n'est pas nombreux à faire ce genre de choses. J'ai cru lire, alors c'était il y a un petit moment, donc ça a dû changer, 20 000 heures de vol, c'est plus de 2 ans de vol. Oui, c'est exact, ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours? Comment est-ce qu'on en arrive à un CV comme ça? Mon parcours, en fait, c'est que moi, donc je suis français. Là, j'habite aux États-Unis, ça fait 20 ans. Mais j'ai commencé en France, sur les films français, comme tu l'as dit, Astérix, etc. Et en fait, je me suis aperçu rapidement que, en France, en tout cas à l'époque, c'était que tu n'étais pas reconnu comme un pilote cinéma. Tu étais reconnu comme un pilote d'hélicoptère. Et en fait, les gens qui avaient besoin de prise de vue aérienne appelaient une compagnie d'hélicoptère ou prenaient un pilote, mais non pas pour sa connaissance, son expertise dans le cinéma, mais plutôt pour sa connaissance, son expertise dans l'hélicoptère. Et en fait, moi, je ne savais pas que c'était un job qui existait. Je ne savais pas qu'on pouvait être un pilote spécialisé dans le cinéma. Puis un jour, il y a un mec qui m'a appelé du Venezuela et qui m'a dit « J'ai besoin d'un pilote pour faire des prises de vue aériennes au Venezuela pour un film. » Et je lui ai dit « Ah non, mais je ne comprends pas, l'hélicoptère, il vient d'où ?» Et il me dit « C'est un hélicoptère qui vient du Venezuela, mais on a besoin d'un pilote. » Et j'ai dit « Je ne comprends pas, il n'y a pas un pilote qui vient avec cet hélico, comme on faisait en France. » Il m'a dit « Non, on veut un pilote spécialisé. » Et en fait, ils m'ont appelé parce que je faisais un peu de cinéma. Et donc, ils avaient besoin. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait une position, il y a un job qui existait comme pilote cinéma. Après ce tournage. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est ça que je veux faire. Parce que j'adorais le côté créatif, la composition de l'image. J'adorais participer à l'image. Et je peux donner un exemple très simple. La plupart des pilotes d'hélicoptères, en fait, ils font des prises de vue aériennes pour des événements sportifs. La Formule 1, les courses de voile, etc., etc. Puis en fait, quand tu fais de la prise de vue aérienne pour des événements sportifs, les télévisions, en règle générale, sont plus intéressées pour savoir qui gagne, qui perd, comment la course se passe, que sur la manière d'exprimer ces choses-là. Pour te donner un exemple, quand tu filmes pour un film, c'est plus important la manière dont tu filmes la séquence d'action que de savoir qui gagne ou qui perd. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es pilote d'hélicoptère et que tu travailles pour le cinéma, tu dois, toi, te creuser la tête pour trouver un moyen d'expliquer cette émotion, ce qui se passe. Donc, la manière dont tu voles et que tu t'approches et que tu filmes, la vitesse, l'altitude, la manière dont tu connectes avec la séquence, c'est ça qui fait que ça va être incroyable. Dans la télévision, c'est plus linéaire, c'est qui gagne, qui perd. Et en fait, j'avais pas compris ça, moi, au départ. Je croyais que, tu vois, on était juste pilote d'hélico et voilà. Et quand j'ai réalisé qu'il y avait un vrai job et que tu avais un côté créatif en plus du côté technique, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et en plus, donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire une carrière de film pilot, en fait, en quelque sorte. Eh bien, moi, je t'ai découvert à la suite de la sortie du film de Michael Bay, Ambulance, où je suis tombé sur une de tes vidéos de tournage sur TikTok et je suis resté scotché devant. Vraiment, ça m'a scotché pendant 3 minutes. Et à chaque fois que je vois un de tes posts, que ce soit sur Insta ou sur TikTok, c'est pareil. Je reste scotché devant, vraiment. C'est hyper impressionnant. Et j'ai cru voir, alors je sais pas si l'info est vraie, que tu étais sur le film Spectre, le dernier Bond de Sam Mendes. Oui, c'est vrai, ouais. Ok, et donc tu étais donc coordinateur sur la cascade du début de la scène d'intro en hélicoptère. Oui, absolument, ouais. Ok, eh ben c'est une scène hyper impressionnante. Les films doivent être actuellement sur Prime Video, donc je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir. C'est hyper impressionnant et bravo pour ça parce que c'est assez fou. Merci. C'est une des premières fois où je vois une cascade aussi bluffante en hélico, c'est vraiment chapeau. J'essaie toujours de me casser la tête en me disant qu'est-ce que je peux faire pour apporter d'abord de la réalité et pas des effets visuels. Donc je suis toujours en train de me battre avec tout le monde pour le faire pour de vrai et pas le faire pour de faux. Carrément, ouais, comme peut le faire Christopher Nolan et pour ça, merci.
Comment on se sent quand on fait partie d'une grosse machine comme Hollywood? Est-ce que c'est un truc qui se conscientise ou on fait totalement abstraction et Non, on fait complètement abstraction. En fait, Hollywood, c'est un cliché, bien sûr, quand on dit ça comme ça. Donc, pour moi, j'y pense même pas, quoi. Pour moi, c'est plus personnel parce que c'est un réalisateur qui m'appelle ou c'est un producteur qui m'appelle que je connais aussi. Michael Bay m'appelle et me dit Fred, on va faire ça, ça, ça. Ça devient une relation personnelle. J'ai fait abstraction du studio qui est derrière. Maintenant, il y a des studios avec lesquels je préfère travailler ou j'adore travailler et d'autres un peu moins. Bon. Mais à la fin, ça, c'est un niveau qui est derrière et donc on s'en occupe pas trop. Notre boulot, il est tellement personnel, comme on risque notre vie, comme on doit trouver des moyens de faire une cascade qui est complexe d'une manière au niveau sécurité, tu vois, il faut qu'on puisse la faire 25 fois de suite en étant en sécurité alors qu'on pousse le bouchon. Donc c'est tellement personnel que je suis pas en train de penser, tu vois, au truc d'Hollywood. À moi, c'est complètement... par exemple, pour en effet, le Extraction 2, là, qui vient de sortir sur Netflix le 16 juin, le réalisateur m'a appelé 8 mois avant que l'on tourne ce film. Donc je l'ai tourné en novembre et décembre l'année dernière. Et en fait, il m'a dit qu'il voulait faire une séquence de dingue hélicoptère avec un train. Mais au départ, lui, dans sa tête, il m'avait dit, écoute, est-ce que tu peux te mettre en rappel au-dessus du train qui va à 100 km/h et puis tu peux déposer des mecs en rappel de l'hélicoptère sur le train. Et moi, je lui ai dit, écoute, on a déjà fait ça 25 fois, est-ce que c'est pas mieux qu'on se pose sur le train en roulant, sur le toit du train, et on se pose et on dépose les bad guys. Il m'a dit, ah ouais, génial et tout. Et en fait, quand je lui ai dit ça, j'avais jamais fait ça avant. Donc moi, je suis persuadé que ça va marcher, mais je suis pas sûr. Je pense que c'est bon. Donc quand je lui dis pas, écoute, peut-être que, je lui dis, écoute, vraiment, on devrait faire ça et tout, parce que je me passionne pour le truc. Et du coup, lui, il me dit, ok. Et lui, il met la machine d'Hollywood en route. Ok. Moi, pas. Moi, c'est qu'un concept, et je me dis, je peux le faire, mais bon, j'ai aucune idée. Lui, il met ça en route, la machine d'Hollywood. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est partout dans leur système. Ils mettent un budget pour ça. Donc, en l'occurrence, sur Extraction, c'était presque 5 millions de dollars pour faire toute cette séquence du train. Mais moi, je ne sais pas forcément ces chiffres-là à ce moment-là. C'est juste que je sais qu'il y a une pression, etc. Et en fait, pendant ces 8 mois qui précèdent la séquence, parfois j'ai des moments de doute énormes en me disant « Moi, je suis complètement con. Pourquoi je propose un truc pareil alors que je ne sais même pas si je peux le faire ?» Et donc, du coup, j'ai des doutes, je peux avoir une anxiété, etc. en me disant « Mais merde, je suis complètement con, pourquoi ?» etc. Et puis, en fait, après, je travaille, je prends des mesures, je regarde la taille du train, je regarde les vitesses, je fais mon analyse technique et je me dis « Je peux le faire. » Mais encore, je ne suis pas sûr. Et en fait, 10 jours avant de faire le tournage, c'est là que je fais mes tests, parce que c'est là que la production me donne les moyens de faire des tests. En l'occurrence, pour cette séquence-là, le problème, c'est quand j'ai donné l'idée au réalisateur, quand on se pose sur le train avec l'hélicoptère, donc on se pose pour mettre 5 mecs qui sont censés attaquer Tyler, Rake, donc, parce que c'est des bad guys. Mais en fait, quand je propose l'idée, j'ai aucune idée. Tu vois, j'ai aucune idée. Donc, du coup, quand on fait les tests, la production, je leur dis, voilà, moi, pour faire les tests, j'ai besoin d'une piste d'atterrissage pour m'entraîner, ok? Parce que je peux pas m'entraîner sur un train. C'est compliqué de s'entraîner sur un train. Donc, je leur dis, il me faut un camion avec le wagon sur le camion. Et comme ça, on s'entraîne sur une piste qui est désaffectée. Et on s'entraîne sur les vitesses, etc. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, ils m'ont donné une piste désaffectée, ils m'ont donné un camion, ils m'ont donné un team de cascadeurs. Et pendant 10 jours, on a pratiqué, savoir c'est quelle vitesse, etc. Le problème, c'est que quand j'ai donné l'idée au réalisateur 8 mois avant, il m'a jamais dit qu'on allait trouver un endroit où je pouvais le faire sans arbre. Parce que je peux pas, il me faut une voie ferrée sans fil électrique et sans arbre. Mais oui. Okay. Donc, on n'est pas rentré dans le détail. Je lui ai juste dit, il me faut un train et je me pose sur le train. Et en fait, là, le problème, c'est que le train qu'ils ont trouvé en République tchèque, à côté de Prague, il n'y avait que 22 secondes sans arbre. Donc, du coup, il a fallu qu'on pratique de se poser sur le train et de redécoller du train, déposer les mecs en moins de 18 secondes.
parce que je peux pas commencer dès que l'arbre il est passé, le prochain. Donc en fait, du coup, quand on s'est entraîné pendant 10 jours, on a mis des voitures pour nous limiter sur les 18 secondes et on a pratiqué jusqu'à... Et ils voulaient qu'on le fasse le plus vite possible au niveau du train. Donc plus tu vas vite, plus les 22 secondes passent à moins. Donc bref, donc ça, c'était pas simple. Mais on s'est tellement bien entraîné que finalement, le jour où on l'a fait, ça c'était comme une lettre à la poste. Ah, c'est fou. Donc voilà, donc c'est juste qu'on contribue au niveau créatif et puis que on essaye de faire tout ça en vrai. Et c'est vrai que Netflix, ils ont été cool parce qu'ils n'ont pas dit c'est trop dangereux pour l'acteur, parce qu'il était là, lui. Hein. Ouais. Chris Hemsworth, il était là. Donc on a tout fait pour de vrai dans le film. Oh, c'est canon. C'est pour ça que j'aime le cinéma, entre autres. Hein. C'est pour voir des trucs comme ça sur l'écran, c'est quand même hyper impressionnant. Bah oui. Hein. On va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions. Pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. C'est-à-dire que si je te repose exactement la même question demain, selon ton humeur, selon tes envies, selon tes soucis également, ta réponse pourrait être totalement différente. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, bien sûr. On y va, ton film préféré? Ça, c'est une question qui est deep. Film préféré? Alors moi, je suis très basique. J'adore les films d'action où on réfléchit pas trop et j'adore que ça se termine correctement. Donc, j'adore Unstoppable, Tony Scott. J'adore les films de Tony Scott en général. Bon, j'adore les films d'action, genre les James Bond, mais les récents un petit peu moins parce que j'aime bien Casino Royale, etc. Les James Bond simples, même les anciens, L'Homme au pistolet d'or, etc. Et j'adore même les Fast and Furious, mais pas tous. Pas tous, il y en a quelques-uns que j'adore et d'autres un peu moins. J'aime pas quand il y a des effets visuels qui nous pourrissent notre travail. Donc j'aime bien quand il y a de l'humour, de l'action, des choses comme ça. Ton actrice préférée? Les plus sympas. Les plus sympas. Donc je vais pas donner trop de noms, ouais. Mais pour froisser personne. Parce que je vais me faire ramasser la... Oui, mais vraiment les filles qui sont sympas. Donc je laisse les gens qui te suivent de mettre des noms là-dessus. Ton acteur préféré? J'adore Morgan Freeman. Je l'adore, il est tellement cool, lui. Gérard Butler, il est trop sympa. Matt Damon, super sympa. Et après, il y en a d'autres qui sont plus connus, mais qui sont vraiment pas cool. Donc pareil, je ne vais pas trop donner trop de noms là-dessus. Je laisse les gens trouver eux-mêmes. Ton réalisateur préféré? Écoute, Michael Bay, il est incroyable, ok? Parce que il a une vision et c'est un vrai artiste au niveau de la caméra. Alors, il a un caractère un peu particulier parce que si tu comprends pas sa vision, eh ben, il est très frustré, donc il te hurle dessus. Mais à partir du moment où tu comprends ce qu'il veut faire, eh bien, c'est un mec incroyable. Après, j'ai adoré travailler avec Louis Leterrier aussi, dans le dernier Fast and Furious. Louis, il est très à l'écoute et il a aussi une vision du film. Alors, il a tout dans sa tête. Et comme beaucoup de réalisateurs d'ailleurs, c'est pas toujours facile de comprendre ce qu'ils ont dans la tête. Mais en fait, c'est toujours une approche qui est importante là-dessus. C'est pas au réalisateur de t'expliquer ce qu'il a dans sa tête. Okay? C'est à toi de comprendre ce qu'il a dans sa tête. Et en fait, tu ne dois pas lui poser des questions. Chaque fois que je bosse avec un réalisateur qui est nouveau, par exemple, je regarde ses 5 derniers films. Et j'essaie de comprendre sa vision et comment il raconte une histoire. Et après, moi, je prends des notes. Et ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone et je filme toutes les petites séquences aériennes qu'il a déjà fait dans le passé. Je les mets dans un dossier partagé, juste pour moi. Et en fait, après, je m'imprègne de ça en me disant, bon, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour reproduire sa vision? Et en fait, j'ai presque pas de conversation avec eux. Je leur demande juste, écoute, qu'est-ce que tu veux? Je leur pose la question, je leur dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils me racontent ce qu'ils me racontent. Je prends ça, plus le travail que j'ai fait, et j'essaie de leur donner évidemment plus que ce qu'ils ont en tête. Mais donc voilà, une petite histoire. Ton dernier film vu au cinéma? Au cinéma, je suis allé voir Extraction. Parce que je suis allé le voir, il y a un cinéma Netflix à côté de chez moi à Los Angeles, je suis allé voir Extraction 2 La chance. Au cinéma. Parce que moi, le cinéma, ça ne se remplace pas. Donc à la télé, ça ne me dérange pas de voir un film que j'ai déjà vu au cinéma.
mais ça me dérange de voir un film que je n'ai pas vu au cinéma. Merci. Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà. Si tant est que t'en es encore, comment occupes-tu ton temps libre? Alors j'adore le surf. Donc je surfe. On surfe en famille, avec ma femme et les enfants. Donc on habite près de la plage et du coup on surfe. Notre vie est un peu basée là-dessus. Quand on est en vacances, on fait des surf trips. Donc on va au Nicaragua, on va au Guatemala, et on se fait une semaine de surf en famille. Quand on est en vacances, souvent c'est le surf qui dicte un peu nos voyages. J'adore jouer au tennis aussi, donc on joue au tennis beaucoup. J'adore le ping-pong et j'adore aussi les vieilles voitures, j'adore les motos et tout ça. Donc tout ça se mélange quand je suis en vacances, c'est ça, voilà, qui Ah, m'intéresse. canon. Canon, canon. Une grosse frayeur qui a pu te marquer? Ah, j'en ai plein, malheureusement. Ouais. J'en ai plein. J'apprends. Tout ce que je peux dire, c'est que j'apprends tout le temps. Le métier que je fais, c'est pas un métier facile à ce niveau-là. Donc c'est comment on manage le risque. En fait, le risque, il est là, mais c'est comment on le gère. Donc en fait, mon job, c'est vraiment de gérer le risque et de faire que la séquence va être safe. Après, si tu veux, c'est pas que moi. Il y a des voitures autour de moi, il y a des acteurs, tout ça. Donc en fait, c'est des moving parts, comme on dit. C'est des choses qui bougent autour de toi. Et donc du coup, s'il y a un maillon qui va pas, il y a des conséquences pour tout le monde. Donc si tu veux, le risque, c'est vraiment... j'aime pas le risque, hein. Euh, un peu d'adrénaline me dérange pas, mais le risque, c'est vraiment un problème. Donc, parce que je suis responsable des gens qui sont avec moi dans la machine et je suis responsable des gens qui sont au sol. Donc, vraiment, c'est dans ma tête tout le temps. Et pour moi, le risque, c'est comme un sac à dos qui est rempli de pierres que je porte, en fait. Et si tu veux, quand la séquence est finie, le sac à dos, il est vide. Et du coup, là, je suis vraiment, vraiment content. Mais c'est plus une satisfaction, un soulagement. Et en même temps, la fierté du travail vient plutôt quand je vois le film. Mais quand j'ai fini la séquence, c'est juste le sac à dos, il est vide. Tu vois. Et à la fin des séquences, j'imagine que ton épuisement doit être impressionnant. Ouais, Ouais. nerveusement, tu vois. Et donc, du coup, c'est plus quand je vois le film et que je pense plus trop au stress. Du coup, je me dis, ah putain, ça c'est génial. Et du coup, là, je suis vraiment fier, je suis content et tout ça, tu vois. Et la dernière, ton plat préféré? Écoute, franchement, je dirais le steak frites ou le saucisse frites. J'adore. Tu vois, avec de la moutarde. Une bonne saucisse de Francfort, là, qui craque. Là, j'adore. Après, moi, j'adore tout ce qui est facile. Hein, j'adore le... Enfin, je fais très gaffe à ce que je mange, hein, d'ailleurs. Très, très gaffe. Je fais gaffe à ma santé, je fais gaffe à mon sommeil, je fais du sport tous les jours, etc. Je fais hyper attention à tout ça. Mais parfois, un petit steak frites ou un petit saucisse frites, génial. Est-ce que j'imagine que tu dois avoir une Ouais. condition physique au top pour assurer tout ce que tu fais? Ouais, Ouais, ça m'étonne pas. bah, c'est clair. Il faut être bien dans sa tête et bien dans son corps. Donc, c'est mental, hein. Le physique, de toute façon, ça devient mental. Parce que, de toute façon, pour faire du sport tous les jours, il faut que tu sois mentalement fort. Parce qu'il y a toujours une bonne excuse pour pas le faire. Donc, le cerveau, il te dit surtout, fais pas la gym. Et puis, une fois que tu as fait la gym, le cerveau, il te dit, ah, c'est génial que tu aies fait la gym. Attends. Donc, il faut travailler avec et contre ça. On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, c'est la partie 3, c'est l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu. Moi, je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Comment se font tes collaborations? Je pense à Tyler Rake, à Fast X, à Ambulance, à Gran Turismo prochainement. Est-ce qu'on te contacte directement? Est-ce que tu as un agent qui gère un petit peu ça ou pas du tout? Non, moi, on me contacte directement, j'ai pas d'agent. J'en ai eu un à une époque, et puis je me suis rendu compte que pour moi, c'était une barrière entre le producteur ou le réalisateur et moi, parce que, en fait, quand il m'appelle, c'est souvent, ils veulent avoir des idées, parce que quand il m'appelle, ça peut être un an avant qu'on fasse le film. Donc, j'ai pas d'agent. Les réalisateurs et les producteurs m'appellent directement. C'est principalement les producteurs, parce que le réal lui demande qu'il m'appelle. Mais bon, parfois, le réalisateur m'envoie un texte, il me dit, OK, on va faire un truc, est-ce qu'on peut le faire, etc. Donc ça marche comme ça. Il m'appelle directement. Ok, comment ça s'organise, toi, ton emploi du temps? Est-ce que c'est beaucoup d'imprévus ou est-ce que tu arrives quand même à caler des choses Si tu veux, au niveau personnel, c'est très compliqué. Parce que j'ai aucune lisibilité sur rien. Par exemple, en général, j'ai 5-6 films en même temps. Mais si tu veux, comme je bosse entre 10 à 15 jours à 2 mois par film, mais pas en même temps.
Je peux faire 2 jours, je repars 10 jours, etc. Donc, j'essaye de planifier le mieux que je peux, mais tu comprends, c'est pas toujours par rapport à moi. C'est OK. Après, s'il y a une séquence qui est très compliquée, qui a une cascade très complexe, là, il faut que ce soit moi qui la fasse. Donc, du coup, j'ai dit au producteur, écoute, je suis libre de telle date à telle date. Et je suis pas libre, je dis n'importe quoi, au mois d'août, je suis libre au mois de septembre. Donc, ils vont essayer de la mettre au mois de septembre. Si pour une raison précise, ils peuvent pas la changer parce que ils perdent l'endroit ou je sais pas, ou l'acteur est pas disponible, du coup, j'essaye de me libérer sur un autre film. Et c'est pas toujours facile de faire ça, mais en général, j'arrive à me débrouiller. Quand j'ai un film comme Fast and Furious et que dans le film, j'ai genre 5 séquences très complexes, j'essaie de me mettre disponible pour ces dates-là. Et après, j'ai un team avec moi et ils me remplacent sur d'autres choses. Si pour une raison précise, j'arrive pas à faire la cascade parce que j'ai une autre cascade aussi compliquée ailleurs, je la mets en place. C'est moi qui m'occupe de tout. Je mets mon team, mais je suis pas physiquement là pour la faire, mais tout est organisé et c'est moi qui organise tout. Donc j'ai mon team qui m'aide pour faire les permis, trouver les hélicos, etc. Être sûr que tout va être OK. Je m'occupe de tout, mais je suis au téléphone avec eux, je fais FaceTime, n'importe quoi. Donc je suis quand même très impliqué. Tu vois. Ok, donc tu bosses en team, vous êtes combien à peu près? En fait, j'ai un team en Europe et j'ai un team aux États-Unis. Après, j'ai des teams presque pas dans chaque pays, c'est pas vrai. J'ai 2 teams principaux, l'Europe et les États-Unis. Après, celui qui est aux États-Unis, je l'emmène avec moi quand je vais en Thaïlande, par exemple, ou quand je vais en Argentine. Mais je bosse qu'avec des gens que je connais depuis très longtemps. Je n'arrive pas à bosser avec des gens que je connais pas bien. Donc, en fait, par exemple, en Thaïlande, je bosse toujours avec la même personne. Elle s'appelle Frédéric Salti. Et, elle a une compagnie d'hélicoptères là-bas et je bosse avec elle depuis 20 ans. En Argentine, c'est pareil, je bosse avec les mêmes mecs depuis 20 ans. En Colombie, c'est la même chose. Au Japon, les mêmes mecs. Donc, je bosse toujours en Afrique du Sud. Ça fait 30 ans que je bosse avec les mêmes gens. Donc, les gens me connaissent, donc ils savent tu vois, qu'est-ce que je vais leur demander. Donc, si tu veux, j'ai ces gens-là au niveau technique, puis après, j'emmène avec moi les pilotes, et j'emmène avec moi les coordinateurs aériens, les gens qui sont au sol. J'emmène avec moi tout ce qui est caméra, les caméras système, tout ça, c'est moi qui apporte tout ça. Donc, je vends ça comme un package, en fait, parce que j'ai besoin de contrôler toute la chaîne, en fait, pour livrer les images. Tu sors ton livre au mois d'octobre, on en a parlé un petit peu. Il est actuellement en précommande sur ton site et dernièrement sur Amazon. Comment elle est née cette idée? Parce qu'en fait, au départ, déjà, sur les réseaux sociaux, j'ai tellement de jeunes qui sont pilotes ou qui ne sont pas pilotes qui me demandent donc comment j'ai fait pour devenir pilote de cinéma, etc. Et si tu veux, j'essaye de vraiment répondre à chacun. Parce que je veux surtout pas, parce que moi j'ai réussi dans mon truc, du coup, zapper les gens, c'est pas cool. Donc je prends le temps de répondre à chacun. Le problème, c'est que ça prend du temps parce que chaque personne est différente. Et je veux pas faire un papier-collé pour répéter la même chose. Donc je demande toujours où est-ce que la personne habite, etc., etc. Donc ça me prend un temps fou et maintenant j'ai tellement de gens qui me suivent que j'arrive pas, j'ai 100 à 200 messages par jour, c'est compliqué, tu vois. Et je réponds quand même à tout le monde, parfois très bref. Donc du coup, l'idée du livre, c'était, bon, bah, je vais expliquer tout ce qui m'est arrivé, parce que je peux pas l'expliquer en 5 lignes sur un message, tu vois, sur TikTok ou sur Instagram. Donc dans le bouquin, j'explique tout ça pour que les gens puissent comprendre. Parce que c'est pas arrivé en 5 minutes. C'était vraiment un voyage, le truc, que j'ai même pas vraiment contrôlé. Donc c'est pas facile, tu vois, de se dire, bon, comment on a réussi ça, comment je peux faire pour donner la manière de le faire aux autres, comment... C'est plus une énergie positive, c'est plus un travail, tu vois, c'est des choses comme ça qui m'ont permis d'arriver où j'en suis. Donc les jeunes pilotes qui veulent faire ça, il faut qu'ils trouvent ça. Tu vois, c'est pas... Donc, parce qu'on sait tous dans la vie qu'on se donne un but, puis en fait, tu n'arrives pas à ce but-là, tu arrives à un autre but. Mais bon, c'est génial aussi. Mais c'est pas toujours le but qui compte, c'est comment tu y arrives. Donc le bouquin, c'était un peu ça. Et puis aussi que mes enfants qui sont, j'en ai une de 28 ans et j'ai 2 garçons de 17 et 19, ils savent pas comment j'ai fait mes affaires avant. Ils me connaissent aujourd'hui, mais ils comprennent pas. Donc en fait, on s'est dit avec ma femme que ça serait sympa qu'ils connaissent toutes les aventures et toutes les folies qui a pu se passer avant qu'ils arrivent dans ce monde. Parce qu'on se dit que ça peut les construire aussi, de savoir ce que les parents... Je suis sûr que même toi, tu sais pas ce que ton père et ta mère, ils ont fait avant l'âge de raison. Carrément, ouais, Tu carrément. sais pas. Ouais. Tu sais que à partir du moment où toi, tu arrives, genre 15-16 ans, là, tu sais, bon, ton père, mais tu sais pas comment ils ont fait. Et je trouve que c'est toujours intéressant de savoir. Donc l'idée du bouquin, c'était comme ça. Et ensuite, si tu veux, le problème, c'est comme je suis rarement là, que je suis toujours en vadrouille et tout ça. Donc ma femme, on a repris tous mes carnets de vol.
Et ma femme a pris mes carnets de vol pour retrouver. J'ai 13 carnets de vol. Donc tous mes carnets de vol, il y a tous mes vols dessus, les dates, les endroits, tout ce que j'ai fait. Donc on a repris les carnets de vol parce que moi je me souviens pas de tout, tu vois. Je confonds les années et tout. Si je te dis qu'est-ce que tu as fait en 1985 à 10 heures, donc toi tu n'étais peut-être pas né, mais en gros dans le bouquin, il faut se souvenir, tu vois. Donc bref, et donc elle m'a fait toutes les interviews de toutes les années. Et on a pris dedans les histoires les plus marrantes. Il y a beaucoup d'humour dedans. Il y a des trucs complètement débiles. Il y a des trucs super sympas. Il y a des trucs, tu te dis, mais il est fou furieux le mec. Il y a des trucs, tu te dis, bon, il est cool. Donc il y a un peu de tout dedans. Et je raconte en détail, dedans mon record du monde en aptitude, je raconte en détail la montée et la descente que je n'ai jamais fait nulle part. Parce que j'ai vraiment, j'ai souffert pour la descente. Donc ces 4 minutes de descente, c'est un truc pas possible. Quand tu le lis, tu as de l'anxiété, tu as du mal à respirer. Tu me diras quand tu liras le truc, mais les gens à qui on l'a donné, je te remercie, ils ont vécu, tu vis ce que moi j'ai vécu. Donc j'ai eu une pression de dingue. Donc bref, tout ça. Donc c'était sympa en fait à faire. Tu vois, c'est du boulot, hein, mais c'était sympa. Ouais, j'imagine. Ça fait combien de temps que t'es dessus, ouais? Écoute, la vérité, c'est qu'on l'a fait en 1 an et demi. Mais on y a mis du temps, hein. On y a mis beaucoup de temps. Donc là, il est fini et tout. C'est juste que bon, ça prend du temps parce que depuis Covid, il n'y a pas beaucoup d'imprimeurs. Il y a tellement de gens qui sont en retard, donc on peut pas le livrer aux gens avant le 3 octobre. Mais bon, dès qu'on l'a, on l'envoie à tout le monde. Et puis voilà, tu vois. Puis on va le faire en français aussi, hein. On le fera en français. Tu vois. Pour l'instant, il est en anglais, mais on va le faire en français. J'y tiens. On va pouvoir avancer à la 4e partie. Place à la partie 4, c'est l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. On va jouer à un jeu. J'ai absolument aucun mérite puisque j'ai littéralement rien inventé. J'utilise un véritable jeu. Ça s'appelle Focult et le jeu est super simple. Enfin, les règles, en tout cas, le sont. Je vais te lire des véritables critiques qui fustigent des films. Le but, c'est de retrouver de quel film ça parle. On y va avec la première. Moi, je comprends plus rien. Toute la société s'enflamme pour protéger les handicapés, les gens de couleur ou les homosexuels, mais il est permis de se moquer d'un type avec un cynisme et une méchanceté juste parce qu'il est con. Alors déjà, c'est les films français, donc ça va être plus dur. Mais parce que moi, je connais pas trop les films français, mais c'est pas le film avec qui est un remake. Putain, comment il s'appelle ce film? Je pense savoir le film. Le Jaguar. Non. C'est le Dîner de con de Francis Weber avec Thierry Lhermitte et Jacques Villeray. Le Dîner de con, d'accord. Ah, il était tellement génial ce film. Le héros est complètement has-been avec sa démarche méca, son inflexibilité et ses 3 mots de vocabulaire. Putain, en français, je pense que je peux pas. Il faut que tu dises en anglais pour que je me rappelle. Un film de Paul Verhoeven. Ah, je sais qu'on n'est pas. C'est quoi le titre? Robocop. Ah putain, mais tu parles de trucs, j'étais même pas né. Non mais alors, si tu le disais, parce que comme je vois tous mes films en anglais, je les vois jamais en français, sauf le film français bien sûr, tu sais, ce genre de phrases, tu te souviens les vrais mots, tu vois. Je te critique pas, je te dis juste que pour expliquer mon défaut de mémoire. Pas de souci, on t'en veut pas. La dernière, allez, peut-être un point. Un beau film tout en sensibilité sur l'homosexualité refoulée et la quête insensée de virilité des pilotes de l'US Air Force. C'est pas Top Gun quand même. Et si, Top Gun. D'accord. Bah, c'est vrai que Top Gun, en fait, il y a un côté de Top Gun qui est un peu arrogant, qui est un petit peu le côté viril, comme tu dis, qui est plutôt gentil de dire ça comme ça, mais c'est vrai que tu vois, même dans le film, hein, il y a beaucoup d'arrogance au niveau des pilotes. Moi, j'essaye vraiment de faire attention, de ne pas faire comme ça, parce que, en fait, pour être pilote, que ce soit un pilote d'avion de chasse ou un pilote d'hélicoptère, pilote de ligne aussi d'ailleurs, un petit peu moins parce qu'ils ont plus de protocoles, il faut avoir énormément confiance en soi pour savoir que ce que tu fais, c'est OK. Tu vois. Et en fait, quand tu as énormément confiance en toi, c'est souvent comme ça que tu deviens arrogant et que tu as de l'ego et que tu deviens pas cool. Parce que du coup, tu vois, t'es un peu autoritaire et tout ça. Et il faut vraiment trouver un équilibre dans la vie entre avoir cette confiance en soi et ne pas être vraiment un sale type avec ça. Il faut vraiment faire attention. Il faut essayer d'être talentueux
et d'avoir, tu vois, cette confiance absolue. Et tu sais ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Mais il faut avoir de la gentillesse. Et je dis ça parce qu'il faut vraiment faire gaffe de ne pas devenir des gens qui se la pètent, tu vois, parce qu'ils sont très forts dans ce qu'ils font. C'est pas cool, ça. Ouais, la limite est très mince, mais elle est hyper importante. Très mince, très mince. Et la plupart des gens qui sont très forts dans ce qu'ils font, ils sont pas cool du tout, hein. Pas cool du tout. Il y a que peut-être dans la deuxième partie de leur vie quand... Donc c'est juste ça que j'ai appris avec le temps, tu vois. Je pense pas que j'étais arrogant, mais j'ai peut-être eu des phases dans ma vie, tu vois, mais je fais vraiment attention, je veux surtout pas être comme ça. Eh bien, il est déjà l'heure de se quitter, on va passer à l'ultime partie, c'est la partie 5, c'est l'instant remerciement. Merci. Non, dites. Merci, merci. Faut écouter. Est-ce que tu peux parler des prochains projets dans lesquels tu seras impliqué? On sait qu'il y aura le flic de Beverly Hills 4, mais est-ce que tu es déjà impliqué sur Fast X partie 2 ou... Oui, Pas on parle encore. déjà du film, de certaines séquences. Je peux pas te dire les séquences, mais Oui, on parle de bien séquences évidemment. hélicoptères qui vont être un petit peu chaudes à faire. On parle aussi d'extraction numéro 3, Ok. avec une séquence hélico qui va être complexe. Euh, Après, j'ai fait L'homme qui tombe à pic, j'ai fait le film en Australie, là. Donc on a fait des trucs pas mal là-dedans. Je suis en train de préparer un gros film qui s'appelle Mayday, et c'est avec Ryan Reynolds. Et donc, c'est un pilote de chasse, il lui arrive plein d'aventures, donc ça va être très sympa. Voilà, quoi, écoute, ça continue gentiment, Eh ben, quoi. plein de projets cool, moi j'ai hâte de suivre ça. On peut te retrouver notamment sur tes réseaux sociaux, Insta et TikTok, @fred-north, North. Et on peut précommander déjà ton livre sur Amazon et sur ton site Flying Sideways, qui sera disponible donc prochainement en français, tu nous l'as dit, et ça c'est cool. Merci infiniment, Je t'en prie. Fred, pour ta confiance et de m'avoir accordé de ton temps si précieux. Merci de t'être prêté au jeu, Avec c'était très plaisir, gentil. avec plaisir. Et puis, je suis désolé, je t'ai repoussé, il faut que les auditeurs ils le sachent. Je pense que je l'ai décalé 15 fois, le mec. Hein, et il est toujours là, donc il faut l'écouter. Il mérite, parce que ça n'a pas été facile, mais c'est avec plaisir. Je suis désolé de tous ces retards. Merci beaucoup, mais il n'y a aucun Tu vois. problème. De toute façon, c'est ce qu'on dit, hein, tout vient à point, à qui c'est attendre. Et j'ai su attendre. Et Tu as prouvé la chose. à j'en suis 100%. récompensé. Voilà. Et en tout cas, merci infiniment. C'était un réel honneur de te recevoir prie. parce que, t'en encore prie, une c'est fois, gentil. moi, je vois énormément de films. Bah, ton métier, j'en suis fan. Je suis tombé amoureux de ton travail. Donc, C'est voilà, super un sympa. immense merci à toi. Merci de t'être Merci. prêté au jeu. Bonne Je continuation t'en et à prie. bientôt. Super, merci. Au plaisir, hein. Salut. Ciao, bye.